Quels sont les principaux secteurs dans lesquels investir au Mali? Autrement dit, les domaines d'activité dont le marché bénéficie d'un fort potentiel de croissance et de développement économique. Un secteur qui bénéficie d'une bonne dynamique en termes de besoins et d'aspirations. Quelles sont les opportunités qu'offre le Mali? Comment identifier les secteurs porteurs? Quels sont les préalables à mettre en œuvre afin d'y investir dans ces secteurs? Comment faire face aux différents obstacles? Entrepreneuriat, les secteurs porteurs pour investir, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Secteur porteur pour investir au Mali, c'est le thème de notre émission. Avant d'en parler, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Chef d'entreprise et experte en entrepreneuriat social, Rokiatou Traoré est la directrice générale de Hero Alliance. Cette entreprise, qu'elle a fondée en janvier 2019, fait de la transformation locale du moringa en thé, poudre, huile, savon, pour ne citer que cela. Pour se ravitailler, Madame Traoré se repose essentiellement sur la production agricole nationale, portée par des femmes et des jeunes des zones rurales et urbaines, ce qui lui permet de maintenir la chaîne de valeur locale. À travers sa structure, elle planifie, coordonne les activités, élabore et adopte des stratégies, gère les ressources et contrôle les finances. En ce qui concerne justement le financement de ses activités, outre ses propres capitaux, Rokiatou Traoré procède à des levées de fonds et auprès d'institutions de financement. À travers sa structure, elle accompagne de nombreuses organisations sur des projets d'entrepreneuriat vert et d'autonomisation des femmes et des jeunes des zones rurales et urbaines, via l'assistance technique et le marché. À ce titre, Madame Traoré a récemment collaboré avec le groupe Vachi Impact. Elle a organisé des sessions de formation avec des entrepreneurs et des enquêteurs nationaux et coordonné un projet de collecte de données qualitatives et quantitatives. Avant de véritablement se lancer dans l'entrepreneuriat, Rokiatou Traoré a évolué à Istanbul, en Turquie. En avril 2016, elle a travaillé à IGL Global Logistique en tant que responsable marché avant de rejoindre un an plus tard Servomatic Electronics en qualité de responsable commercial pour le pays francophone. Grâce à la bourse Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, reçue en 2022, Rokiatou Traoré a bénéficié d'une formation de 6 semaines aux États-Unis entre juin et août de la même année. Celle-ci a porté sur l'agriculture régénérative. Tête bien faite, Madame Traoré est titulaire de plusieurs diplômes. Elle a un MBA en gestion de l'Université d'Istanbul en Turquie décroché en 2018, un MS en gestion des organisations de l'École supérieure d'économie appliquée du Sénégal obtenu en 2012. À cela s'ajoutent des certificats à l'image de celui obtenu en 2020 en entrepreneuriat agroalimentaire à l'Institut africain de gestion au Kenya. Au plan associatif, cette jeune citoyenne est très active. Depuis 2021, elle est la présidente du consortium des entrepreneurs pour l'accès rural. Par le passé, Madame Traoré a été ambassadrice pour le climat en Afrique. Elle est membre du One Planet Fellow Network et du réseau africain des bourses d'innovation depuis 2019. Grâce à ses nombreuses actions en faveur du développement durable, cette entrepreneur verte a participé à de prestigieux programmes et reçu de nombreuses récompenses, parmi lesquelles le Desertec Innovation, Grande Muraille Verte de l'UNCCD en mars 2023, le programme d'accélération World Rescue Institute en août 2022 de l'Union européenne et l'AFD, le programme Tony Elumelu Foundation en juillet 2021, le programme de leadership climatique pour les femmes en Afrique de l'Ouest du CRDI en janvier 2020 et enfin l'initiative des jeunes leaders africains de l'USAID en juin 2019. L'entrepreneur verte et directrice générale de Hero Alliance, Rokiatou Traoré, est l'invité principal de Entreprendre.
À présent, j'ai le plaisir de recevoir Rokiatou Traoré, agroécologiste, non moins directrice générale de Hero Alliance. Madame Traoré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci beaucoup. À travers votre entreprise, vous faites la transformation agroalimentaire, vous transformez du moringa en thé et bien plus encore, c'est ça? Bien plus encore, nous développons la chaîne de valeur des produits des espèces agroforestières telles que le moringa, le baobab, et tout cela pour participer au combat contre la désertification, la déforestation, l'autonomisation, plutôt la pauvreté des femmes et surtout la malnutrition sous toutes ses formes. Vous parliez de lutter contre la déforestation déjà. Qu'est-ce que vous y faites concrètement? Je crois savoir que là aussi vous accompagnez des femmes à planter des arbres, c'est ça? Absolument. Donc nous fournissons une assistance technique aux femmes et aux jeunes surtout en milieu rural en les apportant des semences, des plantes de qualité, de moringa, de baobab et d'autres espèces. Et nous les supportons pour la plantation. Et après, nous faisons de nos fournisseurs effectifs de feuilles, de graines, de fleurs, de fruits, de ces produits. Et ça fait de la matière première pour l'entreprise et des sources de revenus pour ces femmes. Et ça fait également des arbres pour l'environnement. En termes d'arbres plantés, vous êtes aujourd'hui à combien? Aujourd'hui, nous sommes à 80 000. 80 000 arbres plantés oui. À travers le Mali, c'est ça? Travers le Mali, dans plus de 25 villages du Mali. Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi vous êtes lancé dans ce secteur. Mais avant, je vous invite à regarder notre grand angle qui nous amène à nous poser une question centrale. Est-ce que le Mali est une terre d'opportunités? Dépendant des importations à plus 80%, le Mali est exposé aux fluctuations des matières premières. Son économie est peu diversifiée. À cela s'ajoutent des menaces notamment environnementales telles que les changements climatiques qui impactent l'agriculture et la sécurité alimentaire. Dans le même temps, le pays enregistre, depuis 2018, une forte croissance démographique avec taux de fécondité de 5,88 enfants par femme, selon les données de la Banque mondiale. Face au défi de l'employabilité au Mali et dans bon nombre de pays, certains optent pour l'entrepreneuriat. Mais quel secteur? Comme vous savez, le Mali traverse une crise économique due justement aux effets aux sanctions inhumaines qui ont été infligées par la CEDEAO. Et donc face à cela, l'économie a connu une transition. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux créneaux-porteurs qui se sont présentés, et parmi lesquels nous pouvons citer déjà le solaire, tout ce qui est énergie solaire, énergie renouvelable, ça c'est clair. Il y a les TIC, donc les métiers du TIC également sont considérés comme étant des secteurs porteurs. Il y a aussi l'agrobusiness. Ça, il faut noter que le Mali est un pays à vocation agro-silvopastorale. Donc véritablement l'agriculture et l'élevage, y compris également la foresterie, donne beaucoup d'opportunités aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. En dépit des effets combinés des sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA et des conséquences de la guerre en Ukraine, l'économie nationale s'est montrée résiliente en 2022 avec une croissance du PIB estimée à 3,5%. D'après la Banque mondiale, en 2023, la croissance est restée stable en raison d'un léger repli de la production agricole céréalière et des répercussions d'un choc aigu de fourniture d'électricité sur le tissu productif. Le déficit énergétique que le Mali rencontre s'est transformé en boulevard d'opportunités pour le secteur des énergies renouvelables, le développement durable et bien d'autres domaines. L'accès à l'information et au marché freine certains porteurs de projets. Souvent, nous avons des opportunités pour lesquelles nous n'arrivons pas à trouver des entreprises qui répondent aux critères. Donc, lorsqu'une entreprise est en contact avec une structure d'accompagnement, elle peut avoir des informations lui permettant de savoir qu'est-ce qu'il lui faut pour elle-même correspondre aux opportunités de financement qui existent dans son secteur. Et l'autre information, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'opportunités, mais il n'y a pas assez d'entreprises dans notre écosystème qui sont prêtes à capter ces opportunités-là. Il y a deux problématiques en général qui peuvent se poser. La première problématique est liée à l'accès au marché.
comment, même si on se lance dans ce projet-là, comment pouvoir se faire un réseau de clients, mais également la seconde problématique qui, je dirais, liée à la première, ça c'est l'accès au financement. Comment faire financer le projet. Et là également, nous leur donnons des pistes. Souvent, on leur dit de mettre l'accent sur les love money, donc des financements à travers les 3C, les cousins, les parents et puis véritablement les parents proches, qu'on appelle les love money, mais aussi les business angels, qui constituent des financements alternatifs pour le financement bancaire. Quel que soit le dynamisme du secteur dans lequel on veut entreprendre, il est recommandé de respecter les préalables. Pour cela, la nouvelle génération de porteurs de projets bénéficie de plusieurs mécanismes d'accompagnement à travers lesquels ils peuvent bénéficier de programmes de renforcement de capacités, de coaching, de mentorat, de réseautage, de partenariat et même de financement. On ne peut pas s'élever du jour au lendemain et se jeter à l'eau et dire qu'on veut entreprendre. Donc l'idée est d'avoir un savoir-faire en la matière pour ensuite se lancer. Il est souvent recommandé de se lancer dans un secteur dans lequel nous avons des prérequis. Soit vous avez suivi une formation qui est en phase avec ça, soit dans la où vous évoluez déjà dans ce secteur d'activité-là, donc vous avez des connaissances de base. Ça, c'est assez important parce que ça va faire que sur le plan technique, vous allez avoir un certain avantage. Pour évoluer dans un nouveau secteur, dit secteur porteur, il y a différentes approches qu'il faut adopter. Tout d'abord, il faut s'auto-évaluer, comme je l'ai dit. Il faut lister les compétences que nous possédons, qui nous permettra maintenant d'identifier les compétences que nous n'avons pas. Et maintenant, après avoir fait ces diagnostics de compétences-là, il faut aller vers la formation et le renforcement des capacités, parce que tout travail mérite un savoir-faire et tu ne peux pas évoluer dans un secteur si tu n'as pas le savoir-faire technique de l'activité en question. Le savoir-faire, Koché Sidibé et Abderrahmane Koulibaly en ont fait un sacerdoce. Ils évoluent respectivement dans le secteur du développement durable et la restauration. Moi, je fais le recyclage et la transformation des déchets plastiques. Moi, j'ai choisi ce secteur, c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et assainir la vie, pour diminuer la pollution de l'air ainsi que du sol. Je suis entrepreneur dans le domaine de la restauration rapide et c'est un secteur qui me tient beaucoup à cœur depuis très longtemps, depuis la tendre enfance on va dire. Voilà. Et à l'âge adulte, quand est venue maintenant la fibre entrepreneuriale, c'est ce secteur que j'ai choisi pour me lancer. Voilà. Pour ce chef de projet à Impact Hub Bamako, la formation est la clé qui ouvre les portes du succès aux porteurs de projets. On ne peut pas porter un projet et confier toute l'exécution du projet à une équipe sans avoir la moindre connaissance et la moindre visibilité sur les activités exercées. Pour ce faire, celui qui veut exercer un métier se doit de maîtriser les b.a.-ba de ces métiers-là, ne serait-ce que pour faire une bonne veille, un bon suivi et un bon contrôle des activités de son personnel. Raison pour laquelle nous incitons tous les porteurs de projets à aller faire des formations techniques et des formations managériales pour mieux cerner les contours de leurs projets et pouvoir les gérer de manière efficace. À en croire les spécialistes, malgré les crises que le pays traverse depuis 2012, le Mali reste une nation aux larges opportunités d'investissement, particulièrement dans le secteur agroalimentaire. Rokiatou Traoré, on vient de voir le reportage et beaucoup d'intervenants ont parlé du secteur de développement durable comme un secteur porteur. Vous confirmez? Absolument. C'est ce qui vous a motivé à investir dans ce secteur? Ce qui m'a surtout motivé à investir, c'est 3 raisons. La première, c'est surtout l'avancée progressive de la désertification, le changement climatique et également l'opportunité, le profit. Et aujourd'hui, au Mali et dans le Sahel, nous voyons les effets du changement climatique et la désertification. Nous ressentons les effets de la chaleur. Et tout cela est dû au fait que nous n'avons pas la verdure qu'il faut. Nous avons également de la pollution et nous recevons également les effets du changement climatique de partout. Et également,
j'ai perçu l'agroforesterie comme une opportunité d'investissement ou rentable en fait. Rentable non seulement pour l'entreprise, mais rentable également pour les acteurs qui seront engagés. On va voir si nos autres invités partagent votre avis. J'ai le plaisir de recevoir 2 autres invités. J'allais dire des habitués de ce plateau, en tout cas des personnes qu'on a eu la chance déjà d'avoir. Je pense notamment à Madame Berthé Minia Bengali. Madame Berthé, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération nationale des consultants du Mali. Vous êtes également vice-présidente des relations extérieures du Conseil national du patronat. Vous êtes surtout la directrice générale du Centre international pour le conseil et la formation. C'est un centre dédié à la RSE, c'est cela? En partie, ça fait partie de notre cœur de métier. Je voulais d'abord dire bonsoir à nos téléspectateurs et merci de m'avoir reçu encore une fois sur ce plateau. Donc le CICF, c'est un cabinet de formation et de conseil qui accompagne surtout les institutions financières dans la mise en œuvre de leurs politiques et procédures de développement durable. Donc c'est un cabinet axé sur la finance durable, comme on le dit, la finance climatique aussi. Merci Madame Berthé donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sur ce plateau surtout en qualité de membre du CNPM. Vous allez nous parler des activités que vous menez pour accompagner notamment les porteurs de projets. Merci également à notre 3e et dernier invité qui est certainement l'un des invités qu'on a le plus eu sur notre plateau, Monsieur Modibo Mao Makalou. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Monsieur Amar, bonsoir à nos invités et celles qui nous regardent. Vous êtes donc économiste. Avec vous, nous allons tout de suite commencer brièvement en présentant un peu l'économie nationale pour ceux qui ne connaissent pas forcément, avant de parler bien sûr des opportunités, mais comment est structurée notre économie? Qu'est-ce que vous leur dites? Merci bien de me donner la parole. Mais vous savez, le Mali est un pays essentiellement agro-silvo-pastoral. Je le dis, bien vrai que les mines occupent la majeure partie de nos exportations, mais je pense que l'avenir de ce pays se trouve dans le secteur rural, le développement rural. D'abord, la structure de notre économie. Vous savez, l'économie est divisée en 3 secteurs. Le secteur primaire, qui regroupe généralement les activités de développement rural, agro-silvo-pastoral, occupe 40% de notre richesse nationale, c'est-à-dire de notre produit intérieur brut. Et ensuite, le secteur secondaire, qui est généralement les mines et l'industrie, occupe 20% de notre PIB. Et finalement, le secteur des services, le secteur tertiaire, occupe 40% de notre PIB. Donc, vous voyez que évidemment, le secteur primaire occupe une place prépondérante avec le secteur des services, mais ce qui est encore plus important par rapport à ce que Madame aussi vient de dire, Madame Traoré vient de dire, c'est que vous avez 60% de la population malienne qui vit dans les zones rurales. Et ce sont ces zones. Donc une bonne partie de la population dans les zones. La majorité de la population vit dans les zones rurales et ce sont ces populations rurales qui nourrissent les populations urbaines. Grâce à leur production? Absolument. Donc, l'avenir pour moi, c'est d'aller vers une transformation structurelle. Comment augmenter d'abord notre production nationale, c'est-à-dire augmenter la productivité, comment la diversifier, c'est-à-dire identifier les filières porteuses et les prioriser parce que nous avons un potentiel énorme. Mais vous savez, une petite anecdote, c'est Normand Borloo, prix Nobel de la paix, qui était quand même le père de la révolution agricole en Inde. Vous savez qu'à l'indépendance en Inde, c'était la sécheresse et la famine. C'est lui qui a fait la révolution. Aujourd'hui, l'Inde est l'un des plus gros exportateurs de produits vivriers dans le monde. D'ailleurs, on reçoit plusieurs produits de l'Inde ici, notamment le riz. Nous avons eu la chance de le recevoir au Mali ici et de l'amener à l'Office du Niger. Et il a dit, mais vous bénéficiez de potentialités énormes
mais il dit le potentiel ne se mange pas, il se réalise. On va justement voir pourquoi il l'a dit. On va revenir tout à l'heure en détail sur ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Makalou, sur donc les différents secteurs de notre économie. Mais avant, je vous invite d'abord à regarder cette première infographie qui va nous amener à parler de la proportion de jeunes Maliens sans activité professionnelle et éducative. On parle d'une proportion de 29% entre donc les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Madame Traoré, justement pour revenir vers vous, vous avez vu l'opportunité dans le développement durable alors que ce n'est pas forcément, arrêtez-moi si je me trompe, un secteur dans lequel on voit de nombreux jeunes entreprendre, en tout cas pour le cas du Mali? Absolument. Je peux dire que c'est à travers des recherches que nous avons entreprises et également s'inspirer sur d'autres modèles, des modèles étrangers, que nous nous sommes penchés sur l'agroforesterie. À la base, vous n'avez pas une formation absolument. À la base, j'ai un MBA en management des organisations et aucun membre de ma famille n'est dans l'agriculture. Comme ce que Ali Kouma avait dit dans le reportage, qu'il faut avoir un background. Moi, c'est complètement le contraire. Je n'ai rien qui me prédisposait à me diriger vers l'agroforesterie. Mais je peux dire que j'ai vu le besoin, j'ai vu l'opportunité et je me suis mise là-dedans. Madame Berthet, oui. Au niveau du CNPM, je sais que vous accompagnez les porteurs de projets, ceux qui viennent avec... Comment est-ce que vous les identifiez déjà? Comment est-ce que vous travaillez avec ces porteurs de projets? Alors déjà, je voudrais juste rappeler pour qu'on se campe dans le contexte du débat, que dès que nous avons pris fonction en 2022, avec à la tête le président Moussadek Bali, nous sommes attelés à faire du Mali une terre d'investissement. Parce que si on parle de tout ça, il faut promouvoir le secteur privé. C'est vrai, comme M. Makalou vient de le dire, le potentiel, c'est un rêve. En fait, il faut le réaliser, il faut le concrétiser. Il faut créer de la valeur qui est facteur de croissance. Donc, nous sommes attelés à faire du Mali une terre d'investissement. Vous allez voir dans tous nos documents, Investir Mali sur le slogan du CNPM. Alors, nous avons travaillé sur 5 axes prioritaires qui favorisent l'investissement au Mali. Nous avons parlé de l'axe principal qui est l'énergie. Avant le problème énergétique, nous avons travaillé sur la question pendant 6 mois et nous avons fait des propositions de solutions. Le deuxième axe, c'est le capital humain. Nous nous sommes rendus compte que malgré les bonnes volontés que nous avons, les industriels ou le secteur privé est confronté à un problème de capital humain. Nous n'avons pas les compétences qu'il faut pour répondre à nos besoins. Donc il faut regarder ce côté, voir avec l'État qu'est-ce qu'on peut faire pour une plus grande performance au niveau des besoins essentiels du secteur privé. Le troisième axe prioritaire, c'est les infrastructures. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un pays enclavé et que nous avons besoin de faire du Mali un hub terrestre. Il faut développer les routes, il faut développer les infrastructures, il faut faire en sorte que le Mali soit attractif. Et le 5e axe prioritaire, c'est l'investissement. Comment faire en sorte que les projets soient financés? On a beau parler, échanger, on ne va pas réinventer la roue. Il faut de l'argent à injecter dans nos projets. Que ce soit une activité agricole, une activité industrielle, il faut vraiment des ressources. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de banque d'investissement au Mali. Nous avons certainement le fonds de garantie du secteur privé qui est l'initiative du secteur privé, mais ce fonds ne finance pas comme il faut, comme on le souhaiterait, les très petites et moyennes entreprises qui ont de la difficulté à émerger entre vraiment au milieu de grands industriels, de grandes sociétés qui ont du potentiel, qui ont des ressources. Ça peut empêcher le développement de certains secteurs. Ça empêche énormément. Quand une entreprise, monsieur l'économiste, elle n'a pas de ressources, comment elle va fonctionner? Elle va fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner, elle ne peut pas se développer. Ce n'est pas l'idée qui fait développer une entreprise. Il faut la concrétiser, il faut la mettre en œuvre, il faut des ressources. Donc nous avons parlé de ça. Et le 5e non moins important, c'est la fiscalité. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une inégalité fiscale dans notre pays, inégalité de l'assiette fiscale. Donc nous avons fait des propositions sur ces 5 actes qui permettront sans nul doute, non pas aux investisseurs étrangers, mais nous nous focalisons surtout sur les investisseurs nationaux.
à investir au Mali. Parce qu'on va en parler, il y a beaucoup de défis, mais ces défis peuvent se changer en opportunités pour le Mali. Donc, pour revenir à votre question, pour le choix des jeunes porteurs de projets, le CNPM, dans son activité, c'est un lobbyiste. Nous sommes une force de proposition. Mais au-delà de ça, il y a des activités tout autour qui font en sorte que les jeunes qui sont porteurs de projets peuvent être parrainés par d'autres entreprises, peuvent être financés, mais à moindre coût, parce qu'on ne peut pas, pour le moment, on n'est pas organisé pour jouer le rôle d'une banque d'investissement. C'est à réfléchir et à venir après. Mesdames, messieurs, je vous invite à regarder cette autre donnée qui va nous permettre justement d'étayer certains propos qui ont été tenus à l'instant sur l'économie formelle. On parle de 45,3% de femmes actives contre 77,2% d'hommes. Donc il y a plus d'hommes, Monsieur Makalou, plus d'hommes actifs dans notre société qui travaillent par rapport aux femmes. Je pense qu'il faut être prudent avec les statistiques, les prendre avec des pincettes, parce que tout est une question de comment ces recensements sont faits, parce que vous savez, les femmes, généralement, qui constituent la majorité de la population, font surtout occupent surtout des emplois très informels et surtout l'auto-entreprise, c'est-à-dire des micro-entreprises qui ne sont pas très visibles. Et souvent, ce n'est pas très bien recensé. Vous savez, l'année dernière, le ministère de l'économie et des finances du Mali a fait un recensement des unités économiques au Mali. Et tenez-vous bien, 98% des unités économiques au Mali sont informelles. Informelles, ça veut dire quoi? Le secteur informel, qui est un terme générique, englobe beaucoup de choses, mais grosso modo, nous pouvons dire que le secteur informel comprend le secteur formel où il y a des non-salariés, mais aussi le secteur où il n'y a pas de protection sociale, ni de salaire, ni de lieu fixe de travail. Donc on peut avoir la documentation nécessaire, mais être toujours qualifié de informel, c'est ça? Absolument. Donc c'est pour cela qu'il faut être très prudent. Bon, alors là, je précise simplement qu'il s'agit là d'une enquête EMOP, donc une enquête couverte par l'Institut national de la statistique qui date de 2019-2020. Donc les choses auraient pu évoluer également. Non, les choses ont certainement évolué, mais aussi l'Institut national de la statistique est limité dans les moyens aussi et même dans les compétences pour faire certaines statistiques. Ça a été un de mes combats pour comment renforcer l'outil statistique. Ça demande énormément de moyens, mais aussi les personnes les plus qualifiées généralement quittent les statistiques pour aller dans d'autres secteurs. Donc ces cellules de planification et de statistiques, il va falloir les renforcer. Je pense que le gouvernement est en train de travailler dans ce sens. Je pense qu'il y a eu un nouveau plan directeur de la statistique qui est en train d'évoluer sur cela. Mais ce que je puis dire, c'est que la croissance économique, à la suite de ce que Madame vient de dire, l'objectif de tout dirigeant, de toute politique économique, c'est de faire en sorte d'augmenter la productivité et la compétitivité de l'économie en augmentant la croissance économique. Et cette croissance économique est composée de quoi? De la consommation des ménages, des investissements des entreprises, des dépenses publiques, des exportations, moins les importations. Donc quand vous avez cette croissance économique qui augmente, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit durable et il faut qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire les fruits, les richesses tirées de cette croissance économique soient équitablement reparties au sein de la population. Si vous prenez un secteur comme le coton, le secteur agricole, le secteur du coton, vous avez 5 à 6 millions de Maliens qui vivent de cette activité. Donc le coton a un impact beaucoup plus important sur l'économie malienne et sur la qualité de vie des Maliens que l'or, qui occupe 80% de nos exportations, le coton à peu près 13% de nos exportations. Donc il faut faire extrêmement attention en évaluant cela pour voir quel peut être l'impact sur l'économie, parce que la politique économique a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations. Et Madame a dit, ce qui est le plus important, c'est comment réduire les coûts des facteurs de production. Exactement. Comment lier les zones de production aux zones de consommation. Comment avoir accès à l'énergie. Aujourd'hui, vous savez, il y a une corrélation positive directe entre l'accès à l'énergie et la croissance économique.
Si vous avez des délestages, évidemment, ça va impacter votre croissance économique. En 2019, le Mali a enregistré 121 coupures, ce qui a impacté 10% du chiffre d'affaires des entreprises inscrites sur le réseau moyenne tension. Cette année, on a dépassé largement ce nombre de coupures. Donc, ce sont les données de la Banque mondiale. Oui, je voulais apporter aussi une précision en disant qu'aujourd'hui, les entreprises maliennes ne sont pas compétitives sur le plan sous-régional. Pourquoi? Parce que les charges de production sont énormes, même sans les coupures d'électricité. Avant, le coût de l'électricité était plus cher. Nous n'avons pas de littoral. Donc, on est obligé de passer par d'autres pays à littoral pour exporter déjà nos biens. Nous avons un problème de transport, nous avons un problème d'infrastructure, nous avons un problème de chaîne de production. Tout ceci mis en commun fait que le marché malien n'est pas du tout compétitif par rapport aux autres. Et sans compter la porosité des frontières. On veut produire localement, on veut consommer localement, mais parallèlement, il y a des produits qui entrent à moindre coût, qui sont nettement moins chers, dont la productivité et la compétitivité est certaine, et la qualité aussi du produit fait la différence. Donc tout ceci mis en commun ne favorise pas du tout les modèles économiques maliens. Madame Traoré, vous partagez ce qui vient d'être dit. Il est beaucoup plus difficile de produire quand on est un entrepreneur au Mali plutôt qu'un entrepreneur dans les pays voisins qui ont accès par exemple à la mer? Absolument. Comme l'a dit Madame, les charges sont énormes. En plus des charges, nous avons également les ressources humaines. La ressource humaine est un vrai problème au Mali. C'est vrai, on en a parlé même ici. Et il y a également l'accès au financement. Les charges peuvent être énormes, mais si on a accès au financement, on peut les couvrir. Il y a également l'accès au financement. Il y a aussi le fait que le consommer local n'est pas le plus partagé au Mali. Lorsqu'on a un produit malien, un produit français, un produit américain, le Malien aura plutôt tendance à choisir un produit français ou un produit américain, un produit importé. Pourquoi? Parce que il y a la qualité, parce que déjà c'est psychologique. Tout ce qui est malien n'est pas qualité, malheureusement. Qu'on le dise aujourd'hui, tout ce qui est malien n'est pas qualité. Tout ce qui est étranger, tout ce qui est étrangère, comme venant de la France, des pays développés, c'est la qualité. C'est prouvé, c'est analysé et c'est bon pour la santé et c'est bon pour nous. Et le fait même de consommer ce qui vient d'ailleurs est une tendance en fait. Ça montre qu'on a un certain pouvoir d'achat. Et malheureusement, ce sont des mentalités qui continuent toujours. Par exemple, nous sommes dans la production de thé. Nous transformons le moringa en infusion. Et lorsqu'on met nos produits moringa, qui sont un peu plus chers à cause des coûts de production, et on amène un produit Lipton, produit Lipton à base de feuilles d'herbes vertes, et le Malien a tendance à utiliser ces produits parce que c'est meilleur selon eux. Monsieur Makalou, c'est très intéressant ce que les deux dames disent, ça me rappelle beaucoup de choses, mais je vais prendre deux exemples. Je parlais de la compétitivité et la productivité, qui étaient liées au coût des facteurs de production. C'est ce que les deux dames sont en train de dire par rapport aux charges. Le capital physique, si vous n'avez pas les routes pour lier les zones de production aux zones de consommation, si vous n'avez pas l'électricité, si vous n'avez pas de zone industrielle où travailler, si vous n'avez pas le capital financier, aujourd'hui, vous savez, l'accès au capital est très compliqué dans notre pays pour les entrepreneurs et pour les entreprises, mais aussi vous avez le capital humain, la qualité des ressources humaines, l'adéquation formation emploi. Moi je travaillais dans une mine, on avait besoin d'ouvriers spécialisés, mais on n'en trouvait pas au Mali par rapport aux mines. Et les métiers d'aujourd'hui et de demain, aujourd'hui, il va falloir renforcer aussi le capital immatériel, la recherche, la technologie, l'innovation, tout ça, l'enseignement supérieur et même l'enseignement de base. Il faut renforcer tout cela. Et dans un deuxième temps, ce que je voudrais dire, si vous prenez uniquement le cas du riz aujourd'hui, vous savez que le Mali est le 4e producteur de riz africain. Beaucoup de gens ne le savent pas. Un riz de très grande qualité, mais madame a parlé de la porosité des frontières. Les prix sont plus élevés dans les pays qui nous entourent. Donc pratiquement tout sort, mais il y a une autre défaillance de notre politique
industrielle et commerciale, c'est le fait qu'on favorise l'importation du riz qui fait l'objet de dumping. J'ai posé cette question, pardon de vous couper 2 secondes, j'ai posé cette question lors de notre débat il y a quelques jours à un spécialiste de cette question qui me disait, mais nous on veut du riz local, mais quand on demande une certaine quantité, on n'arrive pas à en trouver, parce qu'il y a ceux qui subventionnent des engrais et qui attendent en récompense du riz. Est-ce que là finalement on n'est pas buté à cette réalité, c'est-à-dire c'est ce manque de production à hauteur de c'est une approche filière. Vous savez, prenez la filière coton, le Mali a l'une des filières les plus compétitives au monde. C'est l'agriculture familiale, c'est 1 à 3 hectares par exemple. Mais il faut organiser les filières. La filière riz est bien organisée, mais je dis que ceux qui importent le riz n'avantagent pas la consommation du riz local parce qu'on ne trouve même pas, mais aussi le fait que le prix soit plus élevé à l'extérieur, dont les paysans est tenté de vendre à l'extérieur, même si en période de soudure, il n'a pas de riz. Mais surtout, le dumping, c'est là où je m'étais arrêté, parce qu'on va importer du riz de très mauvaise qualité, qui ne coûte presque rien en Asie. On l'importe avec un coût plus bas, et puis on va dire, mais c'est beaucoup moins cher que le riz malien. Évidemment, si votre portefeuille ne vous permet pas d'acheter le riz local, vous allez acheter ce riz. Et donc, c'est la politique industrielle et commerciale qui doit favoriser cela. Et dans les pays, en général, qui veulent favoriser la consommation locale, parce que l'économie doit baser sur toute la production nationale, doit être basée d'abord sur la consommation des ménages. Donc, on doit favoriser les produits locaux d'abord, améliorer leur qualité, certes, mais aussi ne pas faire le lit quand même pour les produits étrangers qui font l'objet de dumping. Monsieur Makalou, gardez la parole après cette infographie, justement pour essayer de voir si c'est ce qui explique peut-être cette infographie qu'on va voir. Et d'ailleurs, vous avez commencé à en parler au début de cette émission sur la contribution des secteurs au PIB national. On parle du secteur primaire qui fournit 40,7% du produit intérieur brut du pays. Les principaux produits d'exportation sont le coton, le bétail vivant, donc sur pied. Le secteur emploie plus de la moitié de la population. On parle également du secteur tertiaire qui fournit 40,2% donc du produit intérieur brut. Et les principaux vecteurs de croissance sont le transport, le commerce avec 1,9% donc de croissance annuelle. Ce secteur est dominé donc par l'industrie extractive et agroalimentaire. Et le dernier secteur qui est le secteur secondaire qui représente 19% du produit intérieur brut. Il constitue 16,5% du marché de l'emploi et génère une croissance annuelle de 1,9%. Donc d'après les données du ministère de l'économie, quand on voit cette infographie, on a envie de se demander comment est structurée notre économie, et vous aviez commencé à en parler tout à l'heure. On importe beaucoup plus de produits, et parfois des produits qu'on produit, pardon de la répétition, localement. Vous parliez du riz tout à l'heure, il y a aussi d'autres produits. Et nos animaux vont dans les pays voisins, Sénégal, Côte d'Ivoire, sur pied. Monsieur Amar, nous sommes jusqu'à récemment, nous étions premier producteur africain de coton. Nous sommes deuxième producteur de céréales en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria, de bétail aussi, après le Nigeria. Quatrième producteur africain de riz, troisième producteur de poissons d'eau douce, dixième producteur de céréales, de bétail en Afrique, sixième producteur africain d'orange, mais aucune valeur ajoutée. La transformation, ce que Madame expliquait, les coûts des facteurs de production, le fait que nous soyons un pays enclavé et que nous avons l'électricité parmi les plus chères de l'UEMOA, nous avons les coûts d'électricité les plus chers des 8 pays. Alors que c'est subventionné normalement. Mais c'est subventionné, mais c'est les coûts de production qui sont élevés dû au mix énergétique qui est basé à 80% sur le thermique, donc sur le carburant. Et vous imaginez qu'il y a 20 ans, le carburant, écoutez, le baril de pétrole était à $20, aujourd'hui il est à $90. Et puis l'euro aussi s'est apprécié par rapport, le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro et au franc CFA. Mais maintenant aussi, en dehors de cela, et vous savez, la culture du coton et la culture, mais aussi l'élevage qui nous rapportent beaucoup et qui ont beaucoup d'impact sur notre économie, nous transformons 0%.
Exactement. 1% du coton malien est transformé, l'élevage presque rien, alors que nous sommes tellement compétitifs dans ce domaine, dans la productivité, mais pour exporter d'abord, pour la consommation locale, ça ne suffit pas. Justement, on va parler maintenant des atouts de l'économie nationale, parce que l'économie nationale, c'est aussi des atouts. On parle d'un potentiel considérable en terres agricoles. Vous en parliez tout à l'heure, sur 43,7 millions de terres arables, seuls 7% de ces terres donc, sont exploitées, cultivées, soit 4,5%. On parle également d'importance en ressources en eau. On a donc les fleuves Niger, Sénégal et leurs affluents qui grainent en moyenne 70 milliards de mètres cubes d'eau par an, offrent un potentiel irrigable estimé à plus de 2,2 millions donc d'hectares. Comme on peut le voir, hein, le potentiel, il est là. Il est d'abord terrestre, j'ai envie de dire ainsi, avec une capacité agricole de plus de 43 millions d'hectares, avec de l'eau qui est là. Madame Berthet, au niveau du CNPM, qu'est-ce que vous faites concrètement pour justement essayer de résorber ces problèmes que vous avez énumérés tout à l'heure? Alors, les problèmes que nous avons énumérés, comme je viens de le dire, nous avons élaboré un mémorandum. Nous avons travaillé sur 5 axes, on ne peut pas travailler sur tous les axes. Nous avons travaillé sur 5 axes pour faire des propositions de solutions. Pas des propositions comme ça, mais des propositions de solutions pour faire en sorte que tout ce potentiel que vous voyez soit attractif et ce potentiel soit transformé en une opportunité réelle pour l'économie malienne. C'est à cela que nous nous attelons. Et au-delà de ça, nous faisons focus sur les jeunes et les femmes. Vous savez, on a beau dire les jeunes et les femmes, c'est une frange de la population très dynamique qui a besoin d'encadrement, qui a besoin de formation et de sensibilisation. J'ai participé à beaucoup de projets, APEJ, PROCEJ, et je sais quel est le potentiel des jeunes. Mais sauf que comme Mme Traoré l'a dit dans ses propos, ces jeunes étaient orientés vers l'entrepreneuriat par défaut. Par défaut parce qu'on se dit à la maison, il faut avoir la fonction publique, il faut être un grand fonctionnaire, on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir ci, on peut avoir ça, et dans la stabilité. Alors que quand on va vers l'entrepreneuriat, c'est incertain. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il faut vraiment donc c'est pas un gage de réussite. Ah non, il faut oser être un bon entrepreneur. Et il faut croire en son projet. Les projets qu'on a financés pour les jeunes à l'APEJ pendant 10 ans, quel est l'impact sur l'économie nationale? Peut-être faire une évaluation, c'est ce que vous voulez dire? Même si on fait une évaluation, on connaît déjà les résultats. Et ça donne quoi? On connaît les résultats parce que pour avoir travaillé pendant plusieurs années avec ces institutions, étant à l'époque, j'étais banquière, j'étais juriste de banque, on a collaboré en mettant en place des fonds de financement, surtout au temps 2002 jusqu'à 2010 à peu près. Donc, les jeunes sont orientés par défaut. Il faut une vraie formation en entrepreneuriat, en gestion de l'entreprise, pour que les idées, les projets qui se concrétisent soient pérennes, que puissent durer dans le temps. Et là, il faudrait aussi inclure dans les curricula certainement tout ce qui touche aux responsabilités sociétales des entreprises. La responsabilité sociétale des entreprises permettra sans aucun doute de faire en sorte que le jeune puisse appréhender le volet responsable de son activité sur son environnement. Et à ce titre, la responsabilité sera plus grande de réussir. Ce sera une réussite obligatoire. Comme elle est en train de faire, la foresterie, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais elle s'est engagée dans un processus qui a réussi certainement, qui pouvait ne pas réussir, hein, mais qui a réussi parce que certainement elle a eu des problèmes, elle a eu des difficultés, mais elle a su les surmonter. Et c'est ça qu'il faudrait inculquer, comme M. Makalou l'a dit, il faut changer le système éducatif. Il faut qu'on sache que notre pays a besoin de main-d'œuvre qualifiée. On n'a pas besoin de docteurs, on n'a pas besoin docteurs dans le sens académique du terme, je ne dis pas docteur médecin, on n'a pas besoin de spécialistes en gestion, on en a beaucoup, on en a à foison et on ne va pas réinventer là-haut. Il faut aujourd'hui s'attaquer aux besoins réels du marché et de l'économie.
Madame Traoré? Nous, lorsque nous travaillons avec les jeunes et les femmes, nous leur montrons l'exemple en se mettant au four et au moulin, en étant sur le terrain. Lorsque nous voient travailler, lorsque nous travaillons avec eux et nous les inspirons aussi à travers des modèles de réussite. Par exemple, lorsque nous avons commencé cette aventure, c'était à Koulikoro, précisément à Bakabougou. Et nous sommes partis voir le chef de village, les femmes, pour les expliquer le projet. Donc, c'était un peu flou. Et déjà, pour lever un peu le doute, l'incertitude, nous avons fait appel à un monsieur qui a passé toute sa vie à produire du moringa, qui a construit sa maison, qui a acheté des voitures, qui a construit sa fortune autour du moringa. Donc, nous l'avons invité pour qu'il puisse venir partager ses expériences. Donc, c'est également le mentorat. Comme l'a dit madame, c'est très important. Amener cette tendance de mentorat, amener des personnes qui ont réussi, partager leur expérience et aussi travailler avec d'autres jeunes. Et c'est également persévérer. Les problèmes, il y en aura continuellement. Nous avons eu beaucoup et nous espérons en avoir aussi. Parce que plus vous avez des problèmes, plus vous grandissez et plus vous prospérez. Alors justement, en parlant du moringa, en parlant de valeur ajoutée, on sait qu'il y a d'autres qui importent la matière première. Vous, comment vous procurez cette matière première? Nous continuons à combattre cela, à tout faire pour ne pas importer la matière première. Dieu seul sait combien c'est difficile. Et c'est à travers nos actions de plantation, de reboisement que nous arrivons à combler ce vide. Donc vous avez la matière première localement, 100% local, constamment. Localement et constamment. Et pour cela, c'est la raison pour laquelle nous avons notre objectif de planter 10 millions d'arbres d'ici 2030. Et pour cela, nous travaillons et nous voulons travailler avec 150 000 femmes et surtout transformer le moringa, toutes les parties du moringa en produits consommables. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 femmes et nous sommes à plus de 80 000 plantes, 80 000 pieds de moringa plantés. Et cette année, plus précisément le 5 juillet, nous avons livré jusqu'à 13 000 plantes que je n'ai pas comptabilisées dans les 80 000, les plantes de moringa et de baobab. Monsieur Makalou, non, par rapport à ces opportunités, est-ce qu'il a été dit? Non, je pense que nous sommes dans la bonne direction parce que, vous savez, aujourd'hui, si vous prenez toute l'Afrique, plus de 90% de la production agricole en Afrique est pluviale, dépend de la pluie. Et donc, le changement climatique est en train d'impacter cela. On parle beaucoup du Mali, que nous avons migré vers le thermique, mais vous savez, il y a 20 ans, la production d'énergie était basée à 83% sur l'hydroélectricité. Aujourd'hui, c'est moins de 20%. Les barrages sont en train de s'assécher et aussi par rapport au cours d'eau, vous l'avez dit, nous avons 2 des 10 plus grands fleuves d'Afrique chez nous. Le fleuve Sénégal et le fleuve Niger. Et le fleuve Niger a 40% de son lit qui se trouve dans notre pays. Donc nous avons beaucoup de plaines, beaucoup d'espace pour faire de la culture. Nous sommes l'un des pays les plus ensoleillés. Et nous avons l'un des pays les plus jeunes au monde, où la démographie est parmi la plus élevée au monde. Nous sommes vice-champions du monde la démographie d'après la Banque mondiale. La population double pratiquement tous les 25 ans. Mais vous savez aussi, 67% des Maliens ont moins de 25 ans. Nous avons une population très jeune. Et il faut lui offrir un avenir, il faut lui offrir une expérience. Et l'adéquation formation-emploi dont madame a parlé, les curricula, il faut revoir tout ça. C'est pour cela, pour les facteurs de production, j'ai parlé du capital immatériel, l'innovation, la recherche, la technologie. Nous allons être producteurs de lithium, deuxième producteur africain de lithium cette année. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour orienter la jeunesse, ou en tout cas la formation professionnelle, technique, dans ce domaine, et même l'enseignement supérieur dans ce domaine, parce que la transition énergétique, elle ne se fera pas sans l'Afrique. Si vous prenez l'âge médian en Afrique aujourd'hui, il est de 19 ans. Nous sommes le continent le plus jeune au monde. L'âge médian en Asie est de 30%, en Amérique latine de 31%, mais en Europe de 40%. Donc l'avenir du monde se trouvera en Afrique si nous arrivons à transformer le défi démographique en dividende
démographique. Si on arrive également à relever les défis que je vous invite à regarder, donc quelques obstacles de l'environnement des affaires au Mali, c'est vraiment quelques obstacles. On a bien sûr commencé à évoquer l'accès au financement, l'éternel donc défi, les difficultés à recruter du personnel qualifié ou donc de confiance, là aussi cela a été évoqué, les infrastructures et le tissu industriel trop peu développé. Lorsque vous parliez également de la connexion entre les zones de production et les zones donc de consommation, ça nous renvoie à la construction des routes. On sait que le facteur route est au moins important compte tenu de notre position géographique et même de notre structuration. Comment renforcer la productivité, c'est-à-dire produire plus, diversifier cette production? Vous avez parlé de nos exportations. 95% de nos exportations sont basées sur 3 produits. Alors que nous sommes l'un des plus... L'or, le coton et le bétail. Et les animaux vivants, c'est ça. Alors que vous savez, par rapport aux qualités, je pense que nous tenons la tête avec le Nigeria, nous sommes parmi les plus gros producteurs mondiaux de qualité. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Les gens viennent prendre notre qualité et vont le transformer ailleurs et mettre leur label là-dessus. Absolument. Alors que cela pourrait avoir un impact sur notre économie vraiment d'une qualité incontestée. En dehors de cela, la gomme arabique, c'est-à-dire il faut identifier les filières porteuses, c'est connu, et les identifier et voir un peu, prioriser et voir un peu comment on peut faire pour améliorer cela et puis transformer, parce que vous savez, la transformation structurelle aujourd'hui est de mise. L'Afrique ne représente que 3% du commerce mondial et évidemment l'Afrique ne fait que importe encore un tiers des denrées alimentaires qu'elle consomme. Au Mali aujourd'hui, notre 4e poste d'importation, ce sont les denrées alimentaires. Comment vous pouvez comprendre ça? Que pour plus de 400 milliards chaque année, nous importons encore de la nourriture au Mali, alors que nous sommes une puissance agricole. Mais comme on l'a dit encore, les coûts de facteurs de production sont élevés. Écoutez, l'électricité coûte cher et évidemment, donc pour transformer, c'est un problème. Pour conserver, c'est un problème. Le lait en poudre, nous importons pour 30 milliards, alors que nous avons le second plus important cheptel d'Afrique de l'Ouest. Les tomates, on en produit énormément à l'Office du Niger. On n'arrive pas à les conserver pendant 24 heures parce qu'il n'y a pas d'outils de production ou de conservation. Donc, c'est la même chose pour la viande, le poisson, etc. Donc ce sont ces problèmes auxquels il faut s'atteler. Vous savez, ça fait 60 ans que nous avons pratiquement les mêmes défis. Et nous n'arrivons pas à les surmonter. Pendant ce temps, à l'indépendance, il y a 60 ans, nous étions 5 250 000 Maliens. Aujourd'hui, nous sommes plus de 23 millions d'habitants. Et Bamako intramuros, nous sommes à peu près à environ 5 millions, disons, alors qu'avant, à l'indépendance, ça ne dépassait pas 300 000 personnes. Donc ça constitue peut-être une bombe à retardement, cette jeunesse qui... Mais ça peut être une opportunité aussi. Et c'est là que je parle du dividende démographique. Justement, on va revenir tout à l'heure sur l'opportunité qu'on peut avoir avec une telle démographie. Mais Madame Berthet, rapidement, vous avez parlé, donc on a parlé parmi vos 5 points au niveau du CNPM. Il y a bien sûr donc les infrastructures, il y a la fiscalité, il y a le financement, mais justement, il y a aussi les ressources humaines. En parlant de ressources humaines, qu'est-ce que vous, au niveau du CNPM, vous faites ou vous avez décidé de faire quand on sait qu'il y a des formations toujours qui sont en inadéquation, j'y arrive, avec les offres? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous, au niveau du CNPM, vous êtes levé pour voir ceux qui s'occupent des questions éducatives, pour leur dire, nous, voilà ce dont on a besoin au niveau du secteur privé? Comment est-ce que vous vous êtes organisé à ce niveau? Déjà, au niveau du CNPM, on a créé un groupe de propositions et d'actions qui est porté par un président d'unité économique. Et là, on a pris le capital humain comme l'un des facteurs prioritaires pour la réussite de l'investissement au Mali. Et nous sommes en étroite collaboration. C'est l'occasion de saluer la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui est très impliquée. On a mis en place un cadre bilatéral d'échange entre le CNPM et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour travailler sur ces questions. On a déjà eu à faire d'ailleurs un atelier pour
pour travailler sur ces questions, faire des propositions, et le suivi se fait régulièrement avec, dans ce cadre de concertation qui a été créé et qui fonctionne très bien. Donc je pourrais dire qu'aujourd'hui, le CNPM a un interlocuteur au niveau du gouvernement qui travaille sur ces questions, qui les a pris en compte et qui essaie de résoudre ces problématiques. On voit dans ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le renforcement de capacités. Inciter les entreprises aussi à renforcer les capacités du capital humain. Parce que sans le capital humain, il n'y a pas de production. Et aujourd'hui, le modèle de production évolue très vite. Évolue dans ce sens où il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Et en s'adaptant aux nouvelles technologies, il faudrait que le capital humain suive cette adaptation aux nouvelles technologies. Sinon, on ne peut pas, comme elle le fait, elle ne peut pas trouver de la poudre de moringa avec le pilon et le mortier aujourd'hui. C'est impensable. Donc les choses évoluent et très bien. Elle est obligée aujourd'hui d'acquérir des machines qui sont moins énergivores par rapport à il y a 2 ans, 3 ans. Et l'industrialisation aussi évolue et s'adapte à ces contextes. Si elle ne le fait pas, elle va devoir acheter plus de carburant pour son groupe électrogène qu'autre chose. Elle est obligée d'aller vers le solaire. C'est ce qui est un investissement pour lui permettre de travailler régulièrement. Donc tous ces facteurs mis en commun, il faudrait qu'on incite les entrepreneurs à être stratégiques, à être stratèges et anticiper sur les problèmes. C'est ce que j'ai dit une fois lors d'une émission. L'embargo doit être une opportunité pour les entrepreneurs maliens à se réinventer. Parce que tant qu'on n'a pas une crise, on ne sait pas où sont nos limites et on ne sait pas comment est-ce qu'on doit se réinventer pour évoluer, pour faire face aux crises futures. Tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de formation, vous parliez d'accompagner. Est-ce qu'au niveau du CNPM, ça peut être, vous êtes du secteur privé, vous connaissez les besoins. Dans d'autres pays, on voit des chefs d'entreprise partir dans des universités, dans des grandes écoles, dispenser des cours, susciter des vocations. Est-ce que justement au niveau du CNPM, vous envisagez de le faire on a des universités qui ne demandent que ça. On a beaucoup de partenariats avec les universités, seulement on ne médiatise pas là-dessus. Sinon, c'est le quotidien. On travaille. Donc vous le faites, c'est ça? On le fait régulièrement. Même moi, je participe à des émissions de ce genre, à des conférences dans les universités pour parler de mon domaine. Et chacun dans son domaine d'expertise le fait si on est sollicité. Maintenant, les partenariats aussi avec les universités qui le sollicitent. On fait partie de certains conseils d'administration aussi de centres de recherche. Tout ça, ça vient progressivement parce qu'il ne faut pas oublier que le bureau, ça ne fait qu'un an et demi, on n'a même pas 2 ans. Qu'on est vraiment pour un mandat de 5 ans, qu'on est vraiment actif. Et je pense qu'en 1 an et demi, le bilan, il est assez positif. Et on ne peut pas tout régler en même temps. Il faut aller progressivement. Donc, c'est cette dynamique qui est lancée. Et je crois que l'un des credos même du président du patronat, c'est la jeunesse, rien que la jeunesse. Donc, il ne fait que des conférences pour inciter les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Ne manquez surtout pas notre seconde partie. Dans une poignée de secondes, nous allons évoquer des idées de business porteurs. Vous allez voir les principaux secteurs où il faut investir. À tout à l'heure. Entrepreneuriat, les secteurs porteurs pour investir. Rebonsoir si vous nous rejoignez seulement maintenant. Je rappelle que je suis en compagnie de 3 experts pour évoquer cette question d'opportunité d'affaires au Mali. Merci Madame Rokiatou Traoré d'être restée sur le plateau. Merci Monsieur Modibo Mao Makalou. Merci également Madame Berthé Eminia Bengali d'être restée sur le plateau. Mesdames, Messieurs, on va commencer à parler des opportunités, car c'est le thème de notre débat. Après avoir planté le décor, fait un état des lieux, quelles sont les opportunités qu'on a au Mali? Je vous invite à voir cette infographie qui retrace quelques opportunités, quelques idées de business et
la première idée qui vient comme ça, quand on est dans le secteur agroalimentaire, on parle de créer une marque de thé ou de café équilibré biologique. Là, on fait surtout allusion à vous, Madame Traoré. Il y a aussi des opportunités dans le secteur du tourisme, par exemple la création de chambres d'hôtes avec des offres touristiques complètes. Il y a aussi des opportunités dans le secteur énergétique, notamment en matière d'énergie renouvelable, et on l'a vu actuellement. Il y a aussi des opportunités dans le secteur du bâtiment avec donc la création de solutions de construction économique et écologique, puisqu'on parle de développement durable également. Dans le secteur d'Internet et réseaux sociaux, il y a également des opportunités. La formation, il y a également des opportunités. Dans le service, il y a également des opportunités avec la création des sites de vente en ligne, des smartphones ou même dans les jeux vidéo. Monsieur, mesdames, on voit que les opportunités, c'est pas ce qui manque. Je vais commencer par vous, Madame Traoré. L'opportunité, si vous ne deviez en ressortir qu'une seule et inciter peut-être nos téléspectateurs qui nous regardent, ce serait dans quel secteur? L'agroforesterie. Bien évidemment, puisque vous êtes investi dans ce secteur. Mais justement, en parlant d'agroforesterie, comment vous avez fait pour vous lancer, sachant que vous n'aviez pas forcément dès le départ les prérequis, on va le dire comme ça. Vous vous êtes fait former où? Ici? Qu'est-ce qui a changé concrètement votre manière de voir les choses et de vous dire je vais investir dans ce secteur plutôt que dans tel autre secteur? Après avoir passé plus de 10 ans hors du Mali, donc mon mari et moi... Vous étiez en Turquie, j'étais en Turquie, puis après en Suisse, puis après en Italie, après au Kenya. Et nous voulons revenir au Mali, en Afrique, avec un projet qui serait non seulement porteur profitable pour l'entreprise, mais également profitable pour la communauté, pour toute la planète. Et là, nous avons fait plusieurs recherches et nous sommes tombés sur le moringa. Le moringa, c'est bénéfique déjà pour l'environnement, parce que c'est un arbre, ça fixe l'azote, ça permet également de capturer le carbone, ça permet également de créer du biofertilisant pour le sol, ça permet de réguler, de diminuer et même arrêter l'érosion. C'est pour l'environnement. Pour la communauté déjà, c'est l'ombre, c'est l'ombrage, c'est également des matières premières à vendre, à commercialiser et même à cuisiner. Et pour l'entreprise également, c'est une source de matières premières à transformer et à commercialiser. Et c'est ce qui nous a amenés vers ce secteur. Et nous avons commencé avec nos fonds propres, sans chercher de prêts ou de financement, parce que nous avions une somme que nous si épargnions. Vous pouvez partager cette somme avec nos téléspectateurs, au moins, même si ce n'est pas la somme exacte, à peu près, pour D'accord. Là, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est vrai que Beaucoup, c'est relatif, tout dépend de... Au moins, ce que nous avions épargné nous a permis d'acquérir des machines, d'acquérir également un champ que nous avons pas acheté, mais surtout que nous avons emprunté chez un oncle. Et également pouvoir recruter au moins un peu de personnel pour pouvoir commencer à entamer le projet. Il faut noter aussi que lorsque nous avons commencé et que nous nous sommes tournés vers le premier village, tout était à payer. Même pour la réunion, il faut amener quelque chose pour le chef de village. Il faut également, quand il y a réunion, il faut louer les chaises. Donc, c'était dépense sur dépense. Mais cela ne nous a pas découragés. Nous avons continué. Voilà. Monsieur Makalou, les opportunités pour un pays comme le Mali, vous êtes économiste, vous connaissez bien la structuration de notre économie. Les priorités d'investissement aujourd'hui au Mali, c'est lesquelles? Non, moi je dis l'agro-industrie. Il faut d'abord, nous sommes un pays agro-silvo-pastoral. Je vous ai déjà dit, nous sommes très productifs et compétitifs dans un certain nombre de domaines, mais nous n'arrivons pas à transformer. Et c'est cela là où le bas blesse. Et puis, vous savez, nous avons un pays qui est quand même une économie extravertie. Notre économie est essentiellement basée sur le commerce international. 60% de notre PIB dépend des biens et des services que nous achetons et que nous vendons. Donc, mais malheureusement, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous achetons plus de biens et de services à l'étranger que nous n'en vendons. Et
les biens et les services que nous achetons de l'étranger sont des produits transformés, généralement, et ce que nous vendons sont des produits non transformés. Je l'ai dit, 1% de notre coton est transformé, l'or n'est pas transformé, les animaux vivants ne sont pas transformés, et vous savez, ces 3 produits constituent 95% de nos exportations, c'est-à-dire des recettes d'exportation que nous recevons. Et vous savez, ce sont les exportations qui permettent à un pays de s'enrichir. Mais comme je l'ai dit, la consommation est très importante. Et c'est important de se nourrir d'abord. Tous les pays ont commencé par la révolution agricole, c'est-à-dire à se nourrir eux-mêmes d'abord, parce que c'est la première des souverainetés, le ventre d'abord, et évidemment à l'indépendance déjà. Vous savez, les Maliens se nourrissaient essentiellement de produits locaux, surtout des céréales sèches. Nous sommes grands producteurs de céréales sèches, mais nous importons encore énormément aujourd'hui à cause de la politique agricole et industrielle et commerciale que nous menons, qu'il va falloir corriger. Il va falloir changer de paradigme, voir un peu aujourd'hui, identifier les filières porteuses, voir ce que nous pouvons consommer, que nous produisons ici, par exemple même le blé à Tiré et puis dans d'autres endroits. À l'office du Niger encore, il y a beaucoup de zones non exploitées, comme vous l'avez dit dans votre infographie. C'est-à-dire les possibilités sont énormes. Il faut adopter une politique industrielle, c'est-à-dire il s'agit d'identifier les filières porteuses, de prioriser et de se mettre au travail. Apparemment, on a une politique industrielle, on a une politique agricole, on a une politique même industrielle, en tout cas du point de vue administratif, au niveau des documents. Aujourd'hui, à chaque fois, on me dit le véritable problème, c'est le manque de volonté politique. On va continuer Non, la difficulté, à mon avis, c'est que le secteur privé est encore embryonnaire. Moi, je suis un partisan et je pense que le CRPM et le réseau des entreprises de l'Afrique de l'Ouest sont en train de faire ce travail remarquable avec le gouvernement, renforcer le dialogue public-privé. Mais vous savez, la Société financière internationale dit que le secteur privé en Afrique est responsable de 90% des emplois, de 70% du PIB en Afrique et de 70% des investissements en Afrique. Il faut renforcer ce secteur privé. L'État commerçant, c'est fini. Le secteur privé est embryonnaire, Madame Berthet? Alors, je ne dirais pas embryonnaire, mais on a des difficultés d'être soutenu et d'être vraiment en phase avec le modèle économique que le Mali veut porter, en fait. Que le Mali veut porter. Sinon, à mon avis, les secteurs porteurs sont connus. Sont connus parce que ça dépend aussi de l'exigence des consommateurs. Les consommateurs réclament beaucoup de choses, mais qu'ils ne peuvent pas avoir. Aujourd'hui, pour la transformation agroalimentaire, on se contentait du fonio, simplement lavé, conditionné. Mais aujourd'hui, personne n'achète le fonio que pré-cuit, parce qu'il y a une frange de consommateurs montante qui n'a plus le temps de s'occuper des produits non transformés. Donc c'est ce qui fait que d'ailleurs que les femmes transformatrices ont pu générer beaucoup de richesses parce que le besoin est là. Donc il faut écouter les consommateurs. Aujourd'hui aussi, on a besoin de savoir quelle est la traçabilité des produits que nous consommons. Tellement que nous sommes affectés par des maladies qu'on ne connaît pas, je suis plus regardant sur ce que j'ai dans mon assiette. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, les consommateurs occupent une place prépondérante. Mais à aller voir à l'œuvre, les organisations les associations organisées de consommateurs sont silencieuses sur ces questions. Je travaille beaucoup sur des questions de durabilité, mais les consommateurs occupent une place centrale dans ce processus. C'est eux qui sont exigeants, c'est eux qui peuvent refuser des produits, c'est eux qui peuvent acheter des produits. Les produits pour lesquels on utilise les sachets plastiques, par exemple, ils refusent de les acheter. Les produits qui ne répondent pas à certaines normes, ils refusent de les acheter. Mais ça commence à germer. Et si nous arrivons à mettre le point dessus, ça marchera. Donc les secteurs sont connus. Le secteur privé aussi
est dans la dynamique d'assurer l'investissement qu'il faut. Mais cependant, il y a des investissements, M. Makalou ne me dira pas le contraire, qui nécessitent beaucoup de fonds. Et il y a des fonds à l'international dédiés à cet effet, mais qui ne nous accompagnent pas s'il n'y a pas un partenariat public-privé. D'où la problématique du dialogue public-privé. Il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble, qu'on se donne la main pour comme on le dit, pour le bonheur de l'économie malienne, en un mot. Et on est prêt à aller dans cette dynamique. On est prêt à accompagner l'État à aller dans cette dynamique. Donc, il suffit juste de renforcer ce cadre de dialogue pour qu'on se comprenne et les projets que vous allez voir vont émerger. Et surtout, je voudrais juste ajouter que le secteur des infrastructures de base est du ressort de l'État. Le secteur privé ne peut pas faire cet investissement. Justement, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous donner 30 secondes à chacun pour conclure. Je vais commencer par vous, Madame Berthet. Les perspectives au niveau du CNPM, c'est lesquelles? Il faudrait s'attendre à quoi au sortir du premier mandat? Est-ce que le plaidoyer, ça fait 1 an et demi que vous en faites au niveau des autorités publiques, au niveau des ministères? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une avancée, que les choses sont en train de s'améliorer? Les choses s'améliorent parce que c'est pas comme il y a 1 an, c'est pas comme il y a 1 an et demi. Je pense que le dialogue commence à être constructif. Nous sommes en train de mettre en place beaucoup de cadres de dialogue bilatéral entre les ministères concernés et le CNPM. Là, c'est salutaire. L'État nous écoute, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble pour un développement durable et inclusif. Parce que ça aussi, c'est ce que le CNPM promeut. Et au-delà de ça, nous comptons toujours sur notre slogan Invest in Mali. Ce n'est pas seulement les investissements étrangers, c'est les investissements d'abord nationaux. Parce que c'est nous qui connaissons notre pays. Dans ce contexte sécuritaire qui est hautement risqué pour les investisseurs étrangers, on peut compter sur qui? C'est les investisseurs nationaux. Et le secteur privé est là pour jouer sa partition. On ne dérogera pas à notre rôle. Comme on l'a dit, on n'a pas besoin de le répéter. Nous sommes pourvoyeurs d'emplois. Nous sommes créateurs de richesses. Nous sommes créateurs de croissance. Donc, du coup, on ne peut qu'appuyer le Mali en ce moment difficile. On n'ira nulle part. Nous, on est au CNPM, on n'est que des Maliens qui veulent œuvrer pour la durabilité du secteur économique. Les secteurs porteurs, investir, mais pour investir dans ces secteurs porteurs, il faut une certaine stabilité, il faut en finir avec les crises, j'imagine, M. Makalou. Oui, là, j'ai l'habitude de dire que l'argent n'aime pas le bruit, mais en fait, l'argent, les investissements sont basés sur la confiance et les certitudes, même si on n'a pas de certitude à 100%. Mais ce que je puis dire, c'est que l'État, en tant que puissance publique, qui élabore et met en œuvre les politiques publiques, doit travailler de concert avec le secteur privé, parce qu'aujourd'hui, pour créer une croissance économique forte, durable, inclusive et créatrice d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, avec la jeunesse que nous avons, c'est-à-dire le défi démographique que nous avons, c'est à ce prix seulement que nous allons pouvoir surmonter les difficultés que nous traversons actuellement pour créer la richesse nationale qui existe. Mais il faut augmenter la production nationale, il faut la diversifier et il faut la transformer. En la transformant, nous augmenterons les revenus des populations maliennes, mais aussi nous créerons des emplois. D'ici décembre 2024, nous projetons planter 125 000 pieds de moringa et de baobab. Actuellement, nous sommes à 13 000 et je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous ceux qui ont un champ et tous ceux qui veulent avoir du moringa ou tous ceux qui veulent avoir des millions d'ici la fin de l'année à travers les arbres.
de nous contacter et nous nous ferons un réel plaisir de vous approvisionner en plantes, en graines de moringa pour faire de vous nos fournisseurs de feuilles, de graines et de fleurs de moringa. Si vous plantez, il ne faut pas que d'autres aussi viennent couper. Merci mesdames, merci messieurs d'être venus sur le plateau d'Entreprendre, débattre de notre thème entrepreneuriat, les secteurs porteurs pour investir. Merci à l'économiste monsieur Modibo Mao Makalou d'être venu. Merci également à madame Berthé Emilia Bengali. Je rappelle que vous êtes vice-présidente des relations extérieures du Conseil national du patronat. Vous êtes la directrice générale du Centre international pour le conseil et la formation. Merci à notre invité principal, Rokiatou Traoré, entrepreneur agroalimentaire, directrice de Hero Alliance. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM1.